Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, bienvenue à ce pitch sur la décarbonation selon BDR Thermea, selon la société De Dietrich, qui est la marque la plus connue et emblématique du groupe. Alors, on va partir tout de suite sur une petite présentation de l'entreprise, parce que certains connaissent BDR, d'autres moins. Donc, effectivement, nous sommes une entreprise européenne. Particulièrement française, puisque la partie De Dietrich que vous connaissez tous, qui est la plus importante du groupe, est présente depuis 1684. 1684, effectivement, c'est la troisième plus vieille entreprise de France. Donc ça fait quelques années qu'on travaille sur la partie du chauffage, de l'eau chaude sanitaire. On a plusieurs sites de production. Le site emblématique, c'est en Alsace, à Merzwiller. Donc ça, c'est là où il y a le plus gros site de production. On va trouver les chaudières, les pompes à chaleur, puisque c'est les nouvelles technologies qu'on développe aujourd'hui avec le centre de recherche et développement. On a une autre solution qui est intéressante, c'est les radiateurs. C'est tout simple, mais aujourd'hui, on est le dernier, et là, le petit cocorico, on est le dernier fabricant de radiateurs acier en France. Tous nos confrères et concurrents ont déporté en Europe. Nous, on a gardé la production et la fabrication et la conception en France. Et nous sommes le dernier des Mohicans. C'est le petit village gaulois qui résiste. Alors, autre chose importante, c'est que l'entreprise, à travers les âges, on a beaucoup œuvré sur la partie chauffage et eau chaude. Alors, du charbon, du fioul, du gaz. Et maintenant, essentiellement, c'est vraiment la pompe à chaleur qui est venue se greffer depuis plusieurs années, puisque ça fait depuis 1980 qu'on travaille sur les pompes à chaleur, sur les nouvelles technologies ENR. C'est venu se greffer toute la partie moyenne et forte puissance depuis 2021, chose que nous commençons à déployer sur le terrain aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, petite photo, donc nous sommes fabricants finalement français. Donc aujourd'hui, selon M. Macron, c'est important de dire qu'on fabrique des pompes à chaleur en France. Donc ça, c'est 80% de notre production est fabriquée en France. Alors il y a aussi dans les autres usines du groupe, mais bon, le gros est fabriqué en France avec des laboratoires, puisque en France, on a le centre de développement des pompes à chaleur pour l'Europe. On a un centre de R&D. Tous nos laboratoires, avec nos chambres climatiques, sont COFRAC, ce qui nous permet de sortir des produits et de les valider dans la foulée et d'être plus rapide et réactif quant à la performance de nos produits. Le contexte réglementaire, alors évidemment, certains le connaissent, d'autres moins, je préfère repasser un petit peu. En tout cas, la loi énergie, climat et résilience, et là, c'est sur la classification énergétique des logements, on y est contraint, et effectivement, ça nous permet d'améliorer la qualité et de faire partie de la rénovation énergétique. L'enveloppe plus les générateurs. L'ARE 2020, c'est tout le neuf, évidemment, donc ces produits correspondent évidemment à toute la nouvelle réglementation ARE 2020 et s'inscrivent dans tous les moteurs de calcul. Le degré tertiaire, effectivement, avec ces moins-values sur le CO2 qu'on doit sur les différentes étapes 2030, 2040, 2050. Évidemment, ces produits s'inscrivent directement dans cette démarche. Évite le décret BAX, puisque tout est monitoring, et tout peut être monitoré et suivi en permanence et compatible avec tous les types de GTB. Donc aujourd'hui, en termes de réglementation, tout ce qu'on va vous présenter est d'ores et déjà compatible. Alors, on va faire un petit focus sur la pompe à chaleur, parce que en plus c'est plutôt d'actualité. C'est une des choses intéressantes. En termes de pompe à chaleur, c'est vraiment ce qui arrive aujourd'hui et qui débarque dans nos solutions de décarbonation. Évidemment, il y a le réseau de chaleur, mais la pompe à chaleur fait partie aujourd'hui des choses intéressantes. Et on peut proposer une gamme complète, que ça soit de toute petite puissance, avec différents gaz flugorigènes, avec la F-gaz qui nous oblige à évoluer aussi sur ce point, avec évidemment du R410 qui était jusqu'à maintenant utilisé, du R32 que nous commençons à déployer jusqu'à 50 kW, et du R290 qui va arriver d'ici le mois prochain. Donc ça fait partie des gammes intéressantes. On peut voir ici le plan de déploiement sur les pompes à chaleur qui vont arriver et qui vont être intéressantes et très complémentaires à ce qui existe aujourd'hui par rapport, par exemple, aux chaudières gaz. On peut les jumeler pour faire de l'hybridation, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vous ai mis ici quelques photos qui vous permettent de vous projeter sur comment on peut installer ces pompes à chaleur, parce qu'elles ont des petites particularités très intéressantes. Ces pompes à chaleur, on peut les gainer, puisqu'elles ont 160 pascal de pression positive possible. Donc ça veut dire qu'on peut les mettre à l'intérieur et les gainer de façon à pouvoir les cacher et les mettre dans des chaufferies, par exemple en semi-enterré, et pouvoir sortir la partie air et la partie donc
que vous avez en bas, par exemple, vous voyez, elles sont à l'intérieur de la chaufferie avec la sortie extérieure. Ça, c'est une vraie particularité de nos gammes qui sont assez spécifiques et qui sont très intéressantes. Au-delà du fait qu'on a ce système-là, en termes de performance acoustique aussi, on a vraiment soigné dans nos labos, justement, Cofrac en Alsace, sur la partie acoustique avec une pression acoustique de 65 dBA, donc à proximité, mais de 37 dB à 10 mètres. Ça veut dire qu'on a une vraie puissance acoustique très très basse et très intéressante en termes d'environnement, en termes justement d'implantation locale. Chose qui est intéressante aussi, on va avec les deux gammes, en R32, on va être sur une sortie 50-60 degrés, donc c'est de la moyenne température, donc ça c'est plutôt intéressant. Et sur la partie performance confort, on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est que tous ces systèmes de pompe à chaleur sont réversibles complètement, c'est-à-dire qu'on peut faire du chaud, mais aussi du froid. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. À partir du moment où on fait rafraîchir le bâtiment, on peut aussi utiliser la même pompe à chaleur pour faire les deux. Et la régulation est capable de piloter l'ensemble. Si on parle de sa jumelle, qui va sortir donc dans quelques semaines, c'est la partie R290, donc au propane, et qui là va arriver avec un régime de température supérieur à 80 degrés. Et là, on est vraiment c'est très intéressant sur la rénovation, entre autres, et sur les régimes de température où on ne peut pas modifier. Et à ce moment-là, on a quelque chose de très intéressant. Et là, pareil, on va avoir une sortie jusqu'à 50 kW très rapidement. Et pour arriver à des puissances de 300 kW sur fin 2023, début 2024. Donc là, ça va être très intéressant. On va pouvoir avancer sur l'hybridation. Par contre, aujourd'hui, la pompe à chaleur, effectivement, c'est une solution. Par contre, comment on va pouvoir utiliser avec un objectif de décarbonation, puisqu'on est tous assujettés à ça, comment on va pouvoir mettre en avant et comment on va mettre en œuvre ces technologies. Parce que c'est bien là, une pompe à chaleur, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors vous voyez que pour nous, la décarbonation, il n'y a pas une solution unique. Elle est multiple. C'est-à-dire qu'en fonction du besoin, en fonction des usages, en fonction de l'application, en fonction de l'environnement, eh ben, oui, il va falloir choisir telle ou telle technologie. Alors vous avez vu que toute la partie gauche, on parle de 100% pompe à chaleur, c'est une possibilité. Pack hybridation gaz, ça c'est une position très intéressante. On va y revenir tout à l'heure sur la mise en place. La partie solaire, qu'elle soit thermique ou photovoltaïque aujourd'hui, bah voilà, ça fait partie des accompagnements qui vont être indispensables. Et puis il y a la partie hydrogène. Ça, tout à l'heure, on fera un petit focus. Olivier sera là pour vous éclairer sur le sujet. Mais moi, ce que j'aimerais juste, c'est faire un petit clin d'œil sur la partie hybridation qui nous semble, à notre avis, le plus pertinent aujourd'hui en termes de rapport coût-exploitation et surtout rentabilité. Beaucoup d'avantages à l'hybridation. Et alors ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête, puisque l'hybridation, ça nous permet de couvrir 70-75% des besoins, mais surtout à 50-60% de décarbonation. C'est-à-dire qu'avec juste une hybridation, avec des puissances bien inférieures à du 100% PAC, on va avoir un résultat qui est très intéressant en termes de carbone, mais aussi d'économie d'énergie. Et surtout, ce que je voudrais insister, c'est la partie en bas à droite. C'est coût divisé entre 2 et 5 par rapport à 100% PAC. Ça, s'il n'y a qu'un truc à retenir sur la présentation, c'est vraiment ça. Le 100% PAC, c'est hyper intéressant, sauf qu'il faut avoir les réseaux électriques qui soient en capacité d'être aménagés. Il faut aussi un coût d'investissement qui est bien supérieur, pour un retour qui n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait. Et on va le voir tout à l'heure dans un petit expérimentation, un petit calcul sur le ROI. Et ça, c'est vraiment un truc très intéressant à avoir en tête. Alors, je ne parle même pas de la capacité qu'on a à hybrider en pilotant l'énergie. En fonction de nos besoins, on peut passer soit en élec, soit en gaz, en fonction du carbone, en fonction du coût de l'énergie, en fonction du besoin du projet. Les solutions pour gérer l'énergie, on va y associer donc à la pompe à chaleur et à la chaudière un hybride manager. Donc ça, c'est ce qui va arriver aussi, qui sort aussi. C'est un pilote qui est capable de gérer et prendre en considération et surtout piloter en fonction du coût de l'énergie primaire, du CO2, de l'énergie finale et de la résilience au réseau. Alors c'est une nouvelle donnée, la résilience au réseau, ce qui devient intéressante, on en parlera tout à l'heure, c'est la capacité au bâtiment à aider le réseau et non plus à subir et à prendre l'électricité du réseau. Et on peut aussi délester le réseau quand il y a besoin. Et aujourd'hui, on sait que cette gestion de l'électricité est importante parce que quelquefois, le TGV ou l'hôpital aura peut-être plus besoin que le bâtiment, le logement en tout cas. Et donc là, on doit être capable de
passer d'une énergie à l'autre. Et cette fameuse résilience, avec ce système, on est capable de la piloter. Alors le tout en un, ça veut dire quoi? C'est aussi une autre façon qu'on a, nous, de décarboner. On est capable, sur mesure, à façon, de créer une chaufferie qui va être installée. Et selon votre cahier des charges, on va pouvoir donc créer, en fonction du besoin, des objectifs et l'objectif de l'efficience énergétique du bâtiment qu'on va rechercher et de l'objectif carbone. On va pouvoir créer une chaufferie tout en un avec la pompe à chaleur, la chaudière, le préparateur, les échangeurs à plaques, la régulation et l'hybride manager. Et ça, on livre et on a juste à brancher et on va mettre ça soit en rez-de-jardin, soit en toiture. L'accompagnement au quotidien, évidemment, on a toute une carrière d'outils et d'équipes qui vont pouvoir vous éclairer et vous aider et vous accompagner sur votre projet. Et ça, c'est juste pour conclure sur la partie hybridation, et c'est pour ça qu'on voulait vous mettre un petit clin d'œil à ce sujet. Ça, vous avez un petit projet où il y a 40 logements sur Paris, c'était un exemple. Et donc, on a 70 mètres carrés en moyenne par logement. On a 5 kW par logement, c'est en moyenne, c'est ce qui a été compté, donc 210 kW de DPR. Et vous avez ici toute couverture objectif PAC, donc qui est 80%. Donc ça, c'est aussi un objectif. C'est pour ça qu'on parle d'hybridation. On ne couvre pas la totalité, mais par contre, on va prendre 80% de couverture. Notre objectif, toujours de 60% d'économie carbone, d'accord? Et le gain, facture énergétique, 20%. Et donc là, si on prend les calculs directement, vous avez plusieurs colonnes que vous allez pouvoir constater. Si on prend une solution actuelle, gaz naturel, basse température, vous avez la première colonne qui est en orange, la deuxième qui est en gaz condensation seul. Si on prend maintenant une pompe à chaleur, enfin là ici, il s'agit de 5 pompes à chaleur mis en cascade qui font 40 kW chacune. Et donc là, à ce moment-là, on va avoir un ROI qui va être, si on prend uniquement le coût machine, un ROI qui va être, et c'est la dernière ligne, vous voyez, retour sur investissement. Il faudra 1,5 ans pour avoir un retour sur investissement. Si on prend maintenant une hybridation, et c'est là où ça devient intéressant, c'est la partie verte, la colonne verte à droite. Si vous allez tout en bas, le ROI, il est divisé par 3. En 6 mois, le coût machine, on ne parle pas de l'installation complète, hein, le coût machine investissement, il est divisé par 3. Donc ça parle vraiment, plutôt que de grands discours, là on a vraiment un cas typique d'école. L'hybridation, on a un objectif très interaction carbone, économie d'énergie, avec un ROI très rapide. Donc ça, c'est un truc sur lequel on peut travailler, etc. Donc ça, c'est vraiment le truc très intéressant. Et là, maintenant, la pompe à chaleur, c'est intéressant. On a d'abord les réseaux de chaleur, c'est la priorité. En deux, on va parler pompe à chaleur, hybridation, c'est notre point de vue. Maintenant, si on ne peut pas mettre ni de réseau de chaleur, ni de pompe à chaleur, on fait comment? Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Olivier va vous présenter une voie qui semble être, en tout cas, au Pays d'Aix, qui a été mis en œuvre tout à l'heure, et qui va être installée très prochainement. À toi, Olivier, je te laisse la main sur le complément aux pompes à chaleur. Donc l'idée, c'était effectivement là où vous ne pouvez pas installer de PAC pour des raisons d'infrastructure, des raisons d'architectes des bâtiments de France. Ce que nous, on a imaginé, c'est de dire que historiquement, l'entreprise a fait beaucoup de CO2 parce qu'on a eu des chaudières fioul, des chaudières gaz, et qu'une des solutions pour nous, c'est que l'hydrogène peut venir être un vecteur énergétique intéressant et peut venir défossiliser nos combustions. Donc comment on a construit cette stratégie? C'est d'abord d'avoir des produits qui sont compatibles avec un taux d'hydrogène, aujourd'hui 20%, qui était historiquement ce que le réseau aurait pu donner. Une gamme 100%, si j'ai la chance d'avoir un réseau d'hydrogène pur, et ça, il y en a quelques-uns en France qui se développent. Et puis au bout, une stratégie de conversion, c'est-à-dire que tous les générateurs, à partir de l'an prochain, pourront être transformés d'un mélange vers du 100%. Et donc si on a un pipe qui passe, on ne sera pas obligé de remplacer l'équipement. Pour vous donner un peu le chemin, on a commencé en 2017, donc c'est pas tout à fait neuf sur la combustion, avec une seule et unique stratégie, c'était de dire comment je peux rendre une chaudière fiable, sûre, que la filière puisse entretenir et suivre, et surtout limiter les oxydes d'azote, qui sont les émissions de NOx. Et on a passé plusieurs années avec des laboratoires de recherche, dont un particulier à Toulouse qui s'appelle l'IMFT, où on a développé des brûleurs qui aujourd'hui génèrent 6 fois moins de NOx que la meilleure des chaudières gaz. Et puis vous avez le chemin, et donc la toute dernier projet qui a été fait, c'était à Lochem en Hollande, où on a converti un réseau de gaz historique. Il y a eu une coupure de réseau, on a mis de l'hydrogène à la place, et il y a 15 maisons qui sont alimentées. En France, on a un chantier à Châteauneuf que vous verrez en vidéo tout à l'heure.
Ce qui est important pour nous, c'était de garder les mêmes codes. Ce n'est pas parce qu'on fait une chaudière gaz qu'elle doit être différente d'une chaudière gaz. Et donc, si vous voulez voir une chaudière gaz hydrogène, on en a une là sur le stand, c'est exactement les mêmes visuels, les mêmes entretiens, les mêmes composants. Et à gauche, c'est une domestique, et à droite, c'est celle plutôt pour la moyenne puissance. Ce qui est très agréable avec ces machines, c'est quand vous mettez une valise de combustion, que vous avez CO0, CO2, 0. C'est-à-dire que vous avez pour la première fois une flamme qui n'émet pas d'émissions de carbone. Comme je vous l'ai dit, les NOx, c'était important. Et dans notre esprit à nous, le problème, ce n'est pas la combustion, c'est le combustible. Et si vous avez un combustible qui est neutre, eh bien, ça a du sens de le faire brûler. Il y a des endroits où il a sa place. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, hein, tout en haut à droite, c'est le chantier de l'Ochem, où en fait, ils ont remplacé les machines et on est basculé sur 12 maisons individuelles alimentées à l'hydrogène. Il y avait le vecteur social derrière aussi, qui était l'acceptation des utilisateurs à avoir l'hydrogène à la maison. Et dans la mémoire collective, l'hydrogène peut être un peu sérieux ou un peu sportif, principalement avec le Zeppelin, par exemple, qui, dans l'esprit des anciens, est important. Pour les plus jeunes, c'est à l'école, en 6e, où on faisait de l'électrolyse de l'eau et le prof de physique faisait exploser l'hydrogène pour montrer sa présence. Dans l'esprit, c'est comme ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'acétylène ou l'oxygène est plus dangereux que l'hydrogène. Et il faut juste, c'est un gaz normal dans lequel il faut savoir le travailler. Pour vous montrer aussi ce qu'on fait avec certains opérateurs gaziers, c'est que demain, on aura des coffrets hydrogène, des coffrets mélange ou des coffrets gaz. Et en fonction de là où vous êtes et des usages et des flux, on pourra passer d'une technologie à l'autre. Et vous avez sur un exemple là, la chaufferie qui est au milieu, c'est 2 chaudières hydrogène pur. Ça, c'est à Strasbourg, parce qu'on est accroché sur un pyrogazéificateur, donc un élément qui fabrique de l'hydrogène à partir du bois. Celui qui est à gauche, c'est un chantier qui est à Saint-Étienne, où c'est une production locale d'hydrogène pour faire du déphasage intersaisonnier. Donc on a du photovoltaïque et des arbres à vent pour fabriquer de l'hydrogène qu'on stocke sur une longue période et on restitue. Donc c'est-à-dire que ce vecteur-là est fait pour stabiliser les réseaux électriques et aussi pour faire du déphasage intersaisonnier. Et puis le dernier élément qui est pour nous important, la gamme est évidemment prête, mais on a surtout développé une combustion hybride, en se disant que le vecteur hydrogène pour le bâtiment, ce que expliquait Dominique tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand vous démarrez une pompe à chaleur à Toulouse, vous ne savez pas la couleur de l'électron qui arrive, ou à Aix ou à Nantes, peu importe. Et ça, pour moi, c'est une vraie problématique. Ça veut dire que plus on met de flux électriques et de besoins sur les usages, plus il faut de flux primaires. Or, on ne regarde pas ce qui se passe. Et on peut acheter des électrons chargés en carbone venant d'Allemagne pour faire tourner des équipements en bas. Et ça, c'est ce qu'on doit faire tous demain dans le bâtiment, c'est comment le bâtiment aide les réseaux et les déstabilise pas. Et nous, ce qu'on a imaginé, c'est de dire, j'ai une chaudière à condensation, donc une chaudière gaz, qui va émettre des condensats. Ces condensats, c'est de l'eau. Et si je peux localement l'électrifier, d'un seul coup, de cette eau, j'en fais un gaz que je mélange au gaz nat et que je remets dans la machine. Et donc, j'ai une espèce de cercle vertueux où, à partir d'un petit équipement tout simple et qui est dans les codes de chauffagiste, ça reste pas de stockage, pas de pression, des raccords gaz classiques, et on va venir hybrider ces machines. Donc le chantier de Pays d'Aix, par exemple, où c'est une combinaison de 2 générateurs avec deux petits électrolyseurs individuels. Alors pourquoi c'est des petites machines? C'est que si vous regardez la courbe de charge thermique d'un bâtiment sur une année, vous passez plus de 80% du temps à moins de 50% des besoins. Ça ne sert à rien de mettre des grosses machines. Ça, c'est la bêtise habituelle, hein, qui peut le plus, peut le moins, et toutes les âneries. Je pense qu'un jour, s'il y a des pingouins sur la Garonne, les chaudières seront assez puissantes encore. Donc nous, ce qu'on imagine, c'est simplement de pouvoir convertir un flux de NR, ça peut être une énergie locale avec un photovoltaïque, ça peut être un PPA, ça peut être des aides au réseau, et de venir convertir ça en gaz et de venir suivre le flux. Donc le premier chantier dans le neuf, parce qu'on est en train d'avoir le titre 5 pour ramener le gaz dans le neuf dès lors qu'il est hybridé. Et donc ça, c'est un chantier qui est à Brunoy, au sud de Paris, où on a une chaufferie contrainte par les architectes des bâtiments de France. Rien n'était autorisé, c'est dans le cœur historique, et pas de groupe extérieur, pas de réseau de chaleur. Et le bailleur voulait une solution de décarbonation. Et donc la solution retenue a été celle d'hybrider des petites chaudières gaz. Et donc la stratégie énergétique est comme ça. C'est-à-dire que vous avez un flux électrique qui peut être du PV local, qui peut être un PPA, qui peut être une aide au réseau. Et en bas, j'ai une entrée gaz. On a développé un capteur qui sait nous dire le taux d'hydrogène, le taux de gaz vert et de gaz gris qui passe dans un tuyau. Et il y a une petite différence qu'on sait mesurer. Et donc, on va piloter en temps réel pour savoir le flux électrique que j'ai et le flux gaz, et de façon à venir décarboner la machine. Et la stratégie énergétique sur le réseau, c'est qu'on a une réponse à 40 millisecondes. C'est-à-dire qu'on répond aussi vite que le réseau.
Donc si on doit couper net, l'électrolyseur peut s'arrêter, redémarrer, et en plus il module de 0 à 100% de sa puissance. Donc je peux convertir chaque électron au fur et à mesure des flux. Et donc je ne deviens plus un consommateur du réseau, je deviens une aide au réseau. Et d'un seul coup, RTE aime beaucoup ce genre de technologie. Et puis pour aller au bout de la technologie, en fait un électrolyseur c'est un rendement de 60% de base, parce que le reste c'est de l'oxygène, mais moi en combustion j'en ai besoin. Et ensuite je fais de la chaleur, vu que mon métier c'est de faire de la chaleur. Et un électrolyseur ça chauffe. Donc on a réussi à certifier un équipement qui aujourd'hui a 97% de rendement. Et par ailleurs la chaudière change de mode et elle augmente également son rendement. Et donc le global aujourd'hui on est à 123% de rendement. Donc un électrolyseur pour une chaudière a un meilleur rendement qu'une chaudière seule ou qu'une chaudière a une résistance électrique par exemple. Donc pour vous donner quelques clés, j'ai un petit schéma qui est plus sympa. Je reviendrai après sur ça. Je voulais juste vous montrer la récupération d'eau. C'est vraiment les eaux de condensailles, on en a suffisamment pour venir réalimenter l'électrolyseur. Et puis la vraie valeur pour nous, c'est de mettre en avant. Aujourd'hui, vous avez les chaudières THPE qui sont très haute performance énergétique. Vous avez des étiquettes critères pour les bagnoles. Cette technologie-là, elle vous permet de faire des faibles émissions de polluants parce qu'on a fortement diminué ces polluants. Et donc, on pourra revenir en arrière sur les slides ? Oui. Pour vous montrer vraiment la valeur, parce que c'est ça qui est important. Si vous prenez la ligne du bas, une chaudière normale, c'est 9% d'émissions de CO2. Si je l'hybride, je tombe à 6,5. Mais je divise le CO par 2, je divise les NOx par 10. Ça veut dire que la même chaudière existante que l'État a payée avec souvent des aides à l'époque, je peux venir aussi les hybrider et avoir un impact direct. Et ça a beaucoup de sens. Donc pour vous aider, on a développé un outil qui était de dire, j'ai un état de fait, j'ai tant de flux énergétiques disponibles, j'ai tel bâtiment et telle contrainte, et quelle est la bonne solution? Et donc l'outil travaille comme ça, c'est quel flux j'ai, donc est-ce que j'ai que de l'électricité, est-ce que j'ai un réseau hydrogène ou est-ce que j'ai de l'élec et du gaz, et en haut, est-ce que je peux être une PAC ou pas? Et en fonction de ça, vous avez la bonne solution énergétique. Et les technologies sont complémentaires. Ce n'est pas de passer du monopole de l'un à l'autre, c'est qu'il y a des endroits où la PAC va à sa place, il y a des endroits où c'est l'hybride et il y a des endroits où c'est des combinaisons d'hydrogène. Et cet outil est là pour ça. Et donc le résultat sort sous forme de tableau comme celui-ci, où en fait vous avez, sur cet exemple-là, c'est un bâtiment sur Paris qui est existant avec une chaudière existante qu'on vient hybrider. On lui supprime 30% de ses émissions de CO2 et ramené à la vie du bâtiment, ça fait 3175 tonnes de CO2 économisées sur un bâtiment existant juste en combustion. Et je n'ai pas touché aux infrastructures, je n'ai pas de nouveau de transfo, j'ai rien de tout ça. Pour vous mettre en regard, le dernière fusée d'Elon Musk qui a explosé en vol l'autre jour, là, elle a craché 2870 tonnes en 45 secondes de vol. Donc nous, on bagarre pour enlever 3000 tonnes sur un bâtiment et vous avez des clampins qui peuvent en faire autant en quelques minutes. Mais ces valeurs-là, elles sont certifiées, c'est-à-dire que nous, on s'engage sur le résultat. Et quand vous avez le cube tout à l'heure, le cube, c'est dire quelle énergie vous voulez et quel taux de carbone ou quelle réduction de carbone, et on va être capable de vous donner les vraies valeurs. Je suis dans les temps. Donc, c'est cool. Donc, pour conclure sur ces solutions-là, la voie du gaz, c'est qu'il va se verdir au fur et à mesure. Et comme je le disais avant, la combustion, ce n'est pas le problème, c'est bien le combustible. Et plus on va brûler des gaz neutres, et plus ça aura de sens. Et donc, vous avez l'évolution. Au fur et à mesure, les gaz verts vont apparaître. Vous savez, on considère qu'en 2030, on devrait avoir la totalité couverte avec des gaz verts. Et des gaz verts, ce n'est pas que le gaz vert du méthaniseur. C'est aussi les e-méthane fait à partir de CO2, c'est aussi l'hydrogène. On estime qu'il y aura 100 TWh de gaz consommé en France qui sera de l'hydrogène à partir de 2030. Donc ça, c'est demain matin. Et puis, je vais y arriver. Tac. Et puis, il y a une autre astuce quand vous parlez d'évidence, donc la technologie d'hybridation locale, c'est qu'en fait, vous allez utiliser et convertir une énergie verte électrique pour enlever du carbone. Et donc, si vous rentrez ça dans les moteurs de calcul bien faits, vous voyez quoi? Que vous diminuez l'énergie primaire et que de l'autre côté, vous baissez le CO2. Et donc, vous pouvez changer des classes d'équipement. Alors, l'État ne veut pas de ça. Lui, il veut uniquement des rénovations globales. Mais néanmoins, on démontre qu'on peut changer d'étiquette. Donc, on a travaillé avec Nathalie Chang du bureau d'études Tribu Énergie pour simuler tout ça. Et on s'aperçoit qu'on gagne quelquefois 3 ou 4 étiquettes juste avec de l'hybridation. Donc, en conclusion, la première chaufferie, elle est à côté de Saint-Étienne. C'est un projet qu'on a démarré en 2018. On a un avantage terrible, c'est que le maire est un directeur de recherche du CNRS, donc il a des notions de physique et ça m'aide pour lui faire comprendre l'intérêt. Donc, ce site, c'est un château du XIIIe siècle
qui ne pouvait pas être électrifié facilement. Et quand il a demandé à Enedis le raccordement, on lui a demandé presque 500 000 € de participation pour faire la ligne, le transfo et tout ce bazar. Donc Bernard a été très diplomate en expliquant qu'il ne ferait pas ça. Et donc on a fait une chaufferie avec une chaudière d'hydrogène pur, plus une chaudière hybridée, avec un électrolyseur évidence. Et donc sur cette chaufferie, on est capable d'aller de 0 à 100%. Parce que je peux travailler avec la chaudière pure, je peux travailler avec l'autre en mélange. Et on va tout au long de l'année avoir cette stratégie énergétique. Combien j'ai de flux disponibles et à quel moment je les utilise. Est-ce que je charge le bâtiment d'un demi-degré d'énergie en plus pour passer la pointe et pas solliciter l'énergie carbonée, et ainsi de suite. Donc, ce qui est moi le plus important, donc ce bâtiment il est monitoré, on a des fibres optiques partout et on a du calcul de consommation. Donc quand on a démarré en 2019, les besoins de ce bâtiment c'était 142 kWh par mètre carré et à la fin de l'optimisation, donc en 2023, on est à 85, juste par la gestion des flux et de dire qu'on a converti chaque électron vert qu'on recevait sous forme de chaleur pour mettre dans le bâtiment. Et d'un point de vue émissions de CO2, on a évidemment effacé tellement de gaz qu'on a perdu 80% des émissions et on a réduit de 88% les émissions de NOx. Ça veut dire que d'un bâtiment du 13e qui était condamné à garder une énergie fossile, on n'a pu travailler pour venir le défossiliser et le décarboner. On s'était amusé à faire autre chose avec Bernard, c'était de calculer le coût carbone du site complet si on avait du tout remplacé. Les réseaux, les radiateurs, changer le transfo, mettre la nouvelle ligne et tout le bazar. Bon, en fait, on était à 1164 années d'émissions de la chaufferie d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça aussi notre vision, c'est comment le bâtiment demain aide les réseaux et comment le coût global carbone va être pris en compte et devrait être pris en compte. Donc voilà, si vous voulez voir ça, on est juste là-bas et on a amené les 2 produits, dont un vrai électrolyseur sur une chaudière. Ça vous permettra de le voir et de voir qu'on peut venir faire du post-équipement de chaufferie existante. Voilà. Olivier, juste une question. On est bien d'accord qu'il y a 2 technos. La chaudière 100% hydrogène, qui est une technologie. Donc ça, on brûle du 100%. Et là, il faut avoir la production et les réseaux en local. L'autre technologie qui est le mélange. Absolument. Avec de la chaudière gaz existante et on produit l'hydrogène en temps réel, en local et en hybride. C'est bien ça la différence? Et la bonne idée, c'est qu'on peut évoluer, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec de l'hybridation et quand il y a un pipe qui passe parce qu'il y a de l'hydrogène fatal ou parce qu'on a du stock, c'est ça aussi l'avantage de ce vecteur-là, c'est qu'il est extrêmement facile de le faire évoluer en fonction des contraintes et des flux énergétiques. Donc oui, on a 2 technologies. Donc derrière le mot hydrogène, il y a plein de solutions différentes. L'hydrogène, c'est un vecteur, hein, ce n'est pas une énergie, et que c'est ce vecteur qu'il faut utiliser. Merci à tous.